la voix parmi les arbres. En raison de l'effet déprimant de cette alerte, et aussi pour permettre à Silver et aux malades de se reposer, toute la troupe s'assit en arrivant au sommet de la pente. Silver, une fois assis, fit plusieurs relèvements au moyen de son compas. « Voilà 3 grands arbres, dit-il, à peu près en ligne droite avec l'îlot du squelette. Contrefort de la longue vue, ça doit être, je suppose, 7 pointes basses. À présent, c'est un jeu d'enfant de trouver le magot. J'ai presque envie de dîner d'abord. »« J'ai pas faim, grommela Morgan. Je crois que ça m'a coupé l'appétit de penser à Flint. »« Ma foi, mon gars, tu peux remercier ton étoile qu'il soit mort, déclara Silver. » Depuis qu'il s'était mis à penser à Flint après la découverte du squelette, il n'avait pas cessé de parler de plus en plus bas. Maintenant, ils en étaient arrivés à un véritable murmure, de sorte que le bruit de leurs paroles troublait à peine le silence du bois. Tout à coup, au milieu des arbres en face de nous, une voix grêle, aiguë et chevrotante se mit à chanter la rengaine bien connue. « Ils étaient 15 sur le coffre du mort, oh is et une bouteille de rhum. » Je n'ai jamais vu d'homme plus bouleversé que les boucaniers à ce moment-là. Leur visage perdit toute couleur comme par enchantement. Certains se dressèrent d'un bond, d'autres s'accrochèrent à leurs voisins. Morgan s'aplatit sur le sol. « Tonnerre de Dieu, c'est Flint !» s'écria Mary. La chanson s'était arrêtée aussi brusquement qu'elle avait commencé, interrompue, aurait-on dit, au milieu d'une note, comme si quelqu'un avait posé la main sur la bouche du chanteur. Venant de si loin, à travers l'atmosphère limpide et ensoleillée, parmi les arbres verdoyants, elle m'avait paru mélodieuse et aérienne. L'effet produit sur mes compagnons n'en fut que plus étrange. « Allons, dit Silver, dont les lèvres décolorées parvenaient difficilement à prononcer les mots. Ça prend pas, mes amis. Je peux pas mettre un nom sur cette voix, mais pour sûr, quelqu'un nous joue une farce. Quelqu'un en chair et en os. Je vous en fiche mon billet. » Dick, ayant sorti sa Bible, priait avec volubilité. Il avait été bien élevé, ce Dick, avant de prendre la mer et de tomber en mauvaise compagnie. Seul Long John refusait de s'avouer vaincu. Je l'entendais claquer des dents, mais il continuait à tenir bon. J'ai jamais eu peur de Flint quand il était en vie, et mille tonnerres, je lui ferai face maintenant qu'il est mort. Il y a 700 000 livres à moins d'un quart de mille d'ici. Qu'en sait-il qu'un gentilhomme de fortune a tourné le dos à tant d'or? Mais ses compagnons ne montrèrent par aucun signe qu'ils reprenaient courage. En vérité, les paroles irrévérencieuses de Silver semblèrent accroître leur terreur. « Amare ça, John, déclara Mary. T'amuse pas à contrarier un esprit. » Les autres étaient beaucoup trop épouvantés pour parler. « Un esprit? Je veux bien, déclara Long John Silver. Mais il y a une chose qui me paraît pas très claire. Il y a eu un écho. Vous savez tous qu'on n'a jamais vu un esprit qui avait une ombre. Alors pourquoi que celui-ci aurait un écho? » Cet argument me parut assez faible, mais on ne peut jamais prévoir ce qui va toucher les esprits superstitieux, et à ma vive surprise, George Mary parut grandement soulagé. « C'est ma foi vrai, dit-il. Pas de doute, Long John. T'as une fameuse caboche sur tes épaules. Pareil à virer, camarade. Mais t'as vu qu'on faisait fausse route, nous autres. Et tout bien réfléchi, cette voix ressemblait à celle de Flint, pour sûr, mais elle était pas aussi forte. On aurait plutôt dit la voix de quelqu'un d'autre, la voix de Ben Gunn, mille tonnerres, rugit Silver. « Oui, pas de doute, » s'écria Morgan en se relevant sur les genoux. « C'était bien la voix de Ben Gunn. » « De toute façon, on se fiche pas mal de Ben Gunn, qu'il soit mort ou vivant, dit Mary. Je fus stupéfait de voir avec quelle rapidité ils avaient repris courage en même temps que leur couleur naturelle. Bientôt, ils se remirent en route. Mary marchait en tête, munie du compas de Silver pour les maintenir dans l'alignement de l'îlot du squelette. Seul, Dick, tenant toujours sa Bible, jetait autour de lui des regards craintifs. Mais il ne rencontrait aucune sympathie, et Silver alla jusqu'à se moquer de ses précautions. « T'ai déjà dit que t'avais abîmé ta Bible. Si elle est plus bonne pour prêter serment, comment veux-tu qu'elle compte pour chasser un esprit ?
Mais Dick ne se laissait pas réconforter. En vérité, je ne tardais pas à comprendre qu'il était en train de tomber malade. Sous l'effet de la chaleur, de l'épuisement et du choc de cette alerte, la fièvre, prédite par le docteur Livesey, s'était emparée de lui. Nous atteignîmes le premier des grands arbres, mais après avoir fait un relèvement, nous constatâmes que ce n'était pas le bon. Il en fut de même pour le deuxième. Le troisième s'érigeait à presque 200 pieds de hauteur au-dessus d'un épais taillis. Ce géant, au fût rougeâtre aussi gros qu'une maisonnette, aurait pu abriter les manœuvres d'une compagnie de soldats. Mais ce n'était pas sa taille qui impressionnait mes compagnons, c'était de savoir que 700 000 livres en or se trouvaient enfouis quelque part dans l'étendue de son ombre. À mesure qu'ils approchaient, l'idée de cet argent dissipait leur terreur première, leurs yeux flamboyaient, leurs pas devenaient plus rapides et plus légers. Toute leur âme était liée à cette fortune, à cette existence de prodigalité et de plaisir qui les attendait. Silver sautillait sur sa béquille en grommelant, ses narines dilatées frémissaient. Il jurait comme un possédé lorsque les mouches se posaient sur son visage brûlant et luisant de sueur. Il tirait brutalement sur le filin qui m'attachait à lui, et de temps à autre, il me jetait un coup d'œil féroce. Je pouvais lire en lui à livre ouvert, car il ne prenait plus la peine de cacher ses pensées. La proximité de l'or lui avait fait oublier tout le reste. Sa promesse et l'avertissement du docteur appartenaient déjà au passé. Nous étions arrivés à l'orée du taillis. « Hurrah, camarades! En avant, tous ensemble !» s'écria Mary. Les plus avancés se mirent aussitôt à courir, mais brusquement, nous les vîmes s'arrêter à 10 yards de nous. Un cri étouffé s'éleva. Silver redoubla de vitesse, enfonçant dans le sol l'extrémité de sa béquille avec une fureur démente. 1 minute après, nous restions, lui et moi, cloués sur place à notre tour. Devant nous s'ouvrait une grande excavation, pas très récente car ses parois s'étaient éboulées et de l'herbe avait poussé au fond. Elle contenait le manche d'une pioche brisée en deux et les planches éparses de plusieurs caisses. Sur l'une d'elles, je vis, marqué au fer rouge, le mot « Valorous », le nom du bateau de Flint. Nous ne pouvions conserver aucun doute. On avait découvert et pillé la cachette, et les 700 000 livres avaient disparu.